Alors, bonjour à tous. On est super content d'être ici à Genève et puis de passer ces 2 heures avec vous. Et ce qu'on va faire, on va donc, pour vous expliquer un petit peu comment on avait imaginé le déroulé pendant ces 2 heures. On a un peu réfléchi. On s'est dit qu'on pourrait se présenter, un peu prendre un temps, peut-être pour se présenter, juste dire pourquoi on est là, ce qu'on espère trouver dans cette formation, faire ici. Et puis ensuite, on vous présentera le projet qu'on mène dans le quartier de Pierre à Strasbourg. Et puis, donc l'idée après ça, c'était de faire bon, n'hésitez pas en permanence à poser des questions ou à nous arrêter si vous avez envie de réagir à quelque chose, c'est pas du tout figé. Et puis ensuite, peut-être des questions a posteriori qui vous viendraient. Et puis, ce qu'on voulait vous proposer après, c'est d'essayer d'interagir ensemble. Alors le format de la salle s'y prête pas forcément très bien, mais on va se débrouiller, on fera comme on peut avec l'espace. On va essayer de le modifier peut-être un peu. Et du coup, après une courte pause, peut-être un peu informelle, où on pourra discuter, on pourra aborder 1 ou 2 questions et essayer. On a un petit jeu, enfin une espèce de dispositif qu'on avait expérimenté déjà sur un autre projet pendant les 48 heures de l'agriculture urbaine et qui sont, enfin voilà, qui est un moyen de débattre autour de 2 questions qui nous semblent centrales et peut-être propres aux expériences qu'on mène et un peu particulières. Et peut-être que l'idée c'est de voir en quoi ça croise vos problématiques et puis de dialoguer, de parler quoi. Autour de ça. C'est ça. Est-ce que ça va? Ça vous va? Alors est-ce que je commence par peut-être rapidement? Zaimo, artiste jardinier, je suis référent de projet avec Horizon sur tous les projets d'agriculture urbaine, donc notamment sur la partager. Moi c'est Sophie, je suis designer spécialisée un peu dans le design de service et je commence à intervenir là avec Horizon. J'ai travaillé un peu avec eux sur la question des jardins surtout, et là je suis en service civique dans leur association pour les prochains mois. Voilà. Alors, bonjour, moi c'est Yann Coiffier, je suis urbaniste, je suis membre du collectif Horizon depuis un petit moment et je suis référent de projet sur le réaménagement collaboratif du square Nicolas Appert, donc à Königshofen, à Strasbourg. Et Grégoire, et moi je suis plutôt designer de formation et artiste un peu dans tout ce qui est numérique. Et voilà, je suis à Horizon depuis sa fondation en 2009. Est-ce que, alors c'est pas obligé pour tout le monde, s'il y en a qui veulent pas, mais si certains veulent se présenter et juste rapidement et puis dire pourquoi ils sont là, et si ça a été déjà dit, vous pouvez passer la parole. Vous ne vous sentez pas obligé de le dire, mais si vous avez... Voilà. Alors, Mehdi, je commence par là. Ouais. Je regarde, donc on va faire avec le regard. Ouais, je peux juste, peut-être juste commencer parce qu'en fait, je suis à Pamphonis et je suis là pour enregistrer le son et les vidéos de ces ateliers. Donc peut-être que je vais me déplacer avec le micro, comme ça, voilà, vous savez pourquoi je vais faire vous. Voilà. Ça marche. Du coup, Mehdi, je suis animateur socioculturel pour le service jeunesse de la ville de Montaix en Valais. Il y en a qui, tout le monde voit où c'est le Valais? Oui, ouais. En Suisse. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et puis, pas forcément piquer nos idées, mais vous ouvrir l'esprit. Alors, bonjour, c'est Théo, je suis stagiaire dans l'animation, dans le service jeunesse de la ville de Montaix. Et je viens ici aussi pour un peu voir ce qui se fait ailleurs et puis tester de nouvelles choses. Christelle Sola, je travaille socialement sur la commune de Vernier.
intéressant et voilà, je me réjouis de la journée. Xavier Gillot, je suis animateur socioculturel à la maison de quartier de Carouge. Voilà, je suis là pour me laisser guider un peu. Aucune attente. Je m'appelle Maëva, je suis animatrice socioculturelle pour la ville de Morges. Et je suis venue parce que notre mandat va bientôt changer, on va bientôt se déployer plus dans les quartiers, dans l'espace public. Et donc je trouvais que la thématique collait totalement avec ce qu'on va faire. Jamel, travailleur social de proximité pour la commune de Frissier. Puis je suis là purement et simplement pour la curiosité. Alors moi je suis Florence Albertini, je suis animatrice socio-culturelle à la maison des quartiers de Tonnet. Et là moi je suis pour me faire redonner un petit peu de croyance et d'énergie en ce que je fais. Donc mais j'ai pas trop d'attente non plus, ça fait 13 ans que notre maison de quartier va dans les quartiers de la commune de Tonnet. C'est une commune très difficile politiquement et ça fait 7 ans que c'est moi qui m'en occupe avec un collègue. Et du coup, ouais, on a besoin d'idées, mais on a aussi besoin de se réconforter pour penser que c'est possible ailleurs quand même. Voilà. Pardon ? C'est Tonnet. C'est la commune qui a le plus de frontières de Suisse. La plus... Oui, oui. Et la plus hétérogène du canton de Genève. Voilà. Bonjour, Lionel Dulec, je travaille pour la ville de Genève pour la coordination de la ville Étabou. La ville Étabou est une fête de quartier. On ferme un quartier, on enlève les voitures, il y a un immense vide-grenier. Animation, concerts, stand nourriture, on fait ça dans 9 quartiers, par exemple cette année. Et là, je suis venu pour voir un peu ce qui se passe dans d'autres quartiers, pour avoir aussi des idées de mobilisation d'habitants, et ce qu'on peut amener de plus qu'un vide-grenier. Moi, c'est Nora, je suis actrice de l'animation à Bienne. C'est un petit peu plus long, vers la Suisse allemande. Et puis, je suis très preneuse des bonnes idées. D'autres. Moi, c'est Nathalie, je travaille pour la ville d'Yverdon, le service jeunesse et cohésion sociale. Je suis travailleuse sociale de proximité pour une démarche communautaire dans le quartier des Moulins, à Yverdon. Voilà, grosso modo la même chose, sauf que je ne m'appelle pas Nathalie, mais et que je travaille pour le quartier de Pierre de Savoie, aussi comme référent communautaire. Moi, je m'appelle Caroline Leur, je suis conseillère en action communautaire au service social de la ville de Genève, avec ma collègue Salomé Baron. Voilà. Et puis, on est là parce que, voilà, enfin, déjà par curiosité, on bosse avec Préambule régulièrement. C'est un partenaire qu'on connaît bien, qui a une super activité. Et puis, nous, dans notre pratique, on doit un peu défendre l'espace public parce que, d'un point de vue politique, c'est des choses qui passent un peu à l'as. On est de plus en plus sur des injonctions. Et puis, voilà. Donc, on défend un peu mordicus ces espaces. Voilà. Qui sont vraiment à promouvoir auprès des politiciens au jour d'aujourd'hui. Donc moi je ne suis pas animatrice socioculturelle, je fais partie du collectif L'Amicale qui se joint au collectif Chantier Ouvert et on va donner un atelier cet après-midi. Donc moi je suis architecte et puis je suis là parce que j'ai l'impression qu'on a des choses à faire ensemble. Le collectif L'Amicale, ça serait un peu plus bas, vous avez pas une projection comme ça, enfin, j'ai fait un local marqué L'Amicale. Non, on n'a pas de local. Non, pas encore. Hein? Ah d'accord. Alors on a un local. Alors, moi, c'est Isabelle Buisson, je suis animatrice socioculturelle à la maison de quartier de Carouge depuis longtemps, depuis 18 ans. À la phase depuis 25 ans. J'ai eu la chance d'être la première animatrice qui a pu, avec les habitants ici aux grottes, monter le projet de Préambule, qui s'appelait pas Préambule à l'époque, il y a 25 ans.
Et puis je suis aussi habitante des Grottes depuis 25 ans, donc à la rue des Grottes, et puis maintenant depuis pas mal d'années au Schtroumpf. Donc ça m'intéressait à plein de titres différents. Si vous avez envie de venir voir les Schtroumpfs, c'est aussi un petit peu plus haut, plus loin, et puis il y a aussi plein de recoins cachés, c'est un gruyère sympathique. Et ça m'intéressait à plein de titres, à tous ces titres-là, et puis d'autant qu'à Carouge, on est dans une densification urbanistique très importante, avec des problématiques qui ressurgissent, qui surgissent ou ressurgissent, et où on tend de plus en plus à être dans un travail de proximité, et puis aussi avec une vue sur l'extérieur, un travail sur le temps qui est très difficile à défendre. Ça, j'étais contente que tu en parles ce matin. Et on est toujours dans ces tensions-là. Et puis aussi de se dire, ben oui, ça donne des idées. Moi, j'avais eu plein d'idées aussi avec Préambule ici à l'époque, et puis aussi encore en tant qu'habitante. Et puis on prend les idées, puis on se dit, ah tiens, ça va marcher ailleurs, et puis fuck, ça marche pas. Donc voilà, c'est pas forcément faire du copier-coller, mais c'est essayer de peut-être penser des choses un peu autrement, avec des habitants qui sont différents, et des contextes sociaux qui sont différents aussi. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Arnaud, je travaille comme éducateur de rue à Comté, en Valais, comme TSHM. Et Comté, c'est un village de 10 000 habitants qui se construit autour des centres commerciaux. Donc il y a un espace socio-économique assez important. Et ma question, c'était un peu comment les gens se retrouvent là au milieu, comment ils se construisent et comment ils ont une identité autre que commerciale. Voilà. Cédric, je viens aussi de la région du Valais, on est plusieurs. Moi, j'ai plusieurs axes, mais il y a un axe qui m'intéresse, qui m'interpelle, parce que je fais pas mal de projets humanitaires à l'Est, et puis la notion d'espace public, de réinvestissement, la manière dont les choses se travaillent aussi, ce que je vois ici et ce qui se passe dans les anciens pays, notamment de l'ex-Union soviétique, c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup. Donc je trouve intéressant de voir et de rafraîchir un peu par rapport à ce que j'ai vu aussi sur place et la manière dont eux ont investi l'espace public. Et puis accessoirement, je suis aussi délégué cantonal à la jeunesse, donc j'ai un large territoire et un espace public qui va du glacier du Rhône jusqu'à Saint-Gingolph. Et puis je trouve là aussi qu'il y a toute une série d'interpellations, toute une série de choses qui se mettent en place ou en réflexion sur notamment la jeunesse, et puis cette jeunesse qui, comme le Rhône, qu'on cache et puis qu'on n'aimerait pas voir, et puis en même temps à un moment donné qui ressort, et puis qui a un flot quand même important, et que je pense qu'il faut remettre sur le devant de l'espace. Bonjour Barbara, moi je suis travailleuse sociale dans un espace de quartier ici dans le quartier de l'Europe. Mais je viens aussi du monde du théâtre, j'ai été clown et comédienne, donc ce qui m'intéresse c'est le lien entre la culture et puis le social, et tous ces interstices dans lesquels il y a une réflexion qui se crée de manière totalement étonnante, décalée, créative. Donc voilà, ça c'est des moments et des lieux qui me passionnent, et qui sont soit hors théâtre, soit hors lieu social, mais la rencontre entre les deux pour moi est toujours étonnante. Bonjour, je m'appelle Nadia, je suis en train de finir ma formation en Beaux-Arts ici à Genève, et je suis tombée amoureuse il y a 3 ans d'un espace, un terrain d'aventure éphémère à la place du Tunnel à Lausanne. Du coup, j'ai commencé à travailler là-bas comme monitrice, et je m'investis de plus en plus là-bas. J'aide aussi un petit peu dans le quartier du Vallon comme monitrice sur des projets, enfin voilà. Et je m'occupe pendant une année d'un petit espace d'art topique dans le quartier de la Servette, qui est dans le bâtiment de Picto. Et ouais, j'ai envie que ça devienne de plus en plus un lieu d'échange culturel que juste un espace d'exposition. Et du coup, je suis ici parce que je me réjouis de voir un peu ce que vous faites comme projet un peu transdisciplinaire. Voilà. Bonjour, moi c'est Hélène, je suis animatrice socioculturelle dans un centre de quartier au Bosson, Plaine du Loup à Lausanne. Et on travaille de plus en plus sur l'espace public, et puis on remarque que les gens ils ont de plus en plus, enfin ils ont du mal à se réapproprier les espaces publics. Et là on est dans un chantier participatif pour créer un nouveau parc. Et donc voilà, je suis là pour
m'inspirer et partager les expériences. Je m'appelle Jérémy, je travaille dans la même fondation qu'Hélène, dans le quartier de Grand-Venne, aussi comme animateur. Donc. C'est un quartier assez particulier parce qu'il est coupé en deux par un pont autoroutier énorme qui laisse du coup pas mal d'espace en dessous, mais qui est inutilisé pour l'instant. Et voilà, je trouvais que cette formation entre travail social et urbanisme, peut-être que ça donnerait des idées d'aménagements divers. Jérôme, je suis sociologue et je travaille dans une haute école de gestion. Vous voyez ce genre d'école qui forme des futurs managers et cadres. Et puis dans ce cadre-là, en fait, dans cette école-là, il y a un institut donc qui s'occupe beaucoup de développement régional, où on a des mandats notamment avec des collectivités publiques. Alors j'ai des collègues qui font des enquêtes, qui essayent de développer au niveau comment attirer des entreprises, etc. Puis moi, je crois beaucoup dans l'espace public. Ce n'est certainement pas étranger au fait que je fais du skateboard depuis bientôt 30 ans. Et puis, justement, dans ces questions-là de l'espace public, et notamment en lien avec le skate, je mène depuis 2 ans un projet de construction participative d'un skatepark au Locle, dans le canton de Châtel. Et puis, c'est vraiment ce genre d'activité qui me plaît beaucoup. Et puis, quand une animatrice socioculturelle de la ville du Locle m'a parlé de ces journées, j'ai sauté sur l'occasion. C'est vraiment tout ce genre de projets qui m'animent et qui me font vibrer vraiment. Voilà. Ça va être vraiment intéressant. On a noté un peu des angles, des choses qui reviennent. Alors, est-ce que si je me mets là, ah non, attends. Je vais avancer. Alors, le projet qu'on mène depuis 2009 sur ce quartier de Haute-Pierre, c'est l'idée qu'à un moment où il y a eu un changement fort dans ce quartier, qui a été son anniversaire, les 40 ans du quartier, et surtout un grand moment de rénovation urbaine qui va aller vraiment changer complètement la physionomie du quartier. En tout cas, une partie du quartier, parce qu'il y a 3 mailles sur les 5 principales qui ont été entièrement rénovées et dont la structure a été profondément changée. Et du coup, nous, on s'est dit, c'est principalement une anthropologue qui a lancé le projet, qui souhaitait travailler sur ce quartier de Haute-Pierre sur lequel il y avait très peu de choses qui avaient été faites et écrites. Et en tant qu'anthropologue, en tant que chercheuse, elle s'est demandé quelle pouvait être la manière, la posture, la manière de faire qui pouvait éviter certains biais ou certaines difficultés pour rentrer dans un terrain et travailler sur ça. Et son idée, ça a été de travailler avec des artistes, des architectes, et de croiser ces problématiques urbaines, les outils des sciences sociales et de l'anthropologie et l'art, les productions plastiques dans l'espace public. Donc ça, c'était le point de départ. Ça nous a mis dans un contexte aussi d'acteurs, un jeu d'acteurs, où il y avait l'ANRU en France, qui est l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui allait amener ce grand projet avec son échelle, son temps, etc. Nous, un petit peu arrivant sur le quartier, un peu extérieur, étranger, débarquant, et puis toutes les structures en présence sur Haute-Pierre, les associations d'habitants qui étaient là depuis 20 ans, un centre socioculturel, plein de gens et d'énergie en présence sur ce quartier. Et c'était, essayer de raconter un peu comment ça s'est passé. Le croisement des disciplines, donc on l'a vu juste peut-être on peut revenir sur cette transdisciplinarité dont on parle. Ça, simplement pour donner une idée des projets qui ont été lancés au croisement de ces disciplines, qui étaient principalement au début des résidences d'artistes dans l'espace public, en coproduction avec les habitants et en collaboration avec des structures partenaires sur le quartier.
Et puis après, il y a eu tout un travail de l'articulation aussi de la recherche et de comment on le montrait dans le cadre d'expositions, où on a fait, en plein hiver, on a fait tout un travail sur 40 ans de vie artistique et culturelle du quartier, où on a collé des énormes affiches sur les murs qui reprenaient, enfin, qui remettaient en valeur tout ce qui s'était passé dans le quartier pendant 40 ans. On a parfois l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose Alors, préciser, Haute-Pierre, c'est un quartier périphérique de Strasbourg, qui est un quartier populaire, qui est dans le cadre des quartiers qu'on dit prioritaires de la ville en France, qui sont des quartiers dans lesquels les problématiques socio-économiques sont assez importantes. Et donc c'était une manière de montrer que finalement il y a une vivacité culturelle, créative, il y a beaucoup d'associations, et le condenser 40 ans de ces actions, c'était très impressionnant et valorisant, et on l'a fait de manière vraiment très très grand format. Et voilà, c'est ce genre de travail qui est à la frontière entre l'installation artistique, la recherche et un travail de mémoire aussi au début qui a été vraiment important sur le quartier. Et puis ça a donné petit à petit des aménagements participatifs, c'est-à-dire que vu que les questions qu'on posait c'était de l'ordre de l'aménagement du cadre de vie, ça prenait des formes artistiques, mais l'idée c'était quand même de petit à petit poser la question de la rénovation urbaine, poser la question des transformations qui étaient en cours, et proposer éventuellement, pour pas dire des alternatives, mais en tout cas des propositions parallèles à d'autres échelles que la grande échelle du projet urbain, et qui permettaient à cette échelle-là d'aller plus loin dans la question de la participation des habitants et de la coproduction de ces projets. Parce que ce qui fait la spécificité un peu par rapport à d'autres collectifs, peut-être que vous verrez, parce que demain vous aurez l'opportunité de rencontrer d'autres projets. Ce qui fait un peu la spécificité d'Horizon, c'est le fait qu'elle est ancrée sur ce quartier de Haute-Pierre. On fait des actions maintenant un petit peu, on commence à faire des choses dans des quartiers à côté de Haute-Pierre, mais on est vraiment quand même très très ancré et sur un très très long terme. Donc cette question de la temporalité qui était posée tout à l'heure, pour nous elle est essentielle. On voit très bien que dans les actions qu'on a menées, la qualité que l'action prend au bout de 3-4 ans, et que si on l'avait arrêté la première année, l'intérêt aurait été très très faible. Surtout dans des lieux dans lesquels la confiance est complètement brisée. Il faut dire que là, il y a à reconstruire énormément. Et si on ne se donne pas ce temps, alors nous on le prend, et on prend le risque de le prendre, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas les moyens de le faire vraiment, mais on le fait quand même. Mais ça pose la question de sa propre mise en risque et en fragilité. Je veux dire un peu. Voilà. Alors, ça c'est donc, il y avait ce caractère du temps et voilà, local et durable, un peu c'était ces deux choses-là. Et puis cette idée aussi qui est hyper importante pour nous, qui est de faire avec ce qui est en présence, quoi. Vraiment pour se mettre un peu en porte-à-faux de cette idée aussi qui vient parfois avec les projets de rénovation urbaine, dans cette idée d'un remplacement où on va solutionner les problèmes en venant apporter d'autres populations et en évitant finalement la vraie question et en la repoussant, quoi. Donc ça c'est un des trucs valoriser. On parlait des jeunes, la place des jeunes notamment dans les projets a fait qu'en retissant ces confiances, on voit la puissance qu'il peut y avoir et les ressources qu'il y a chez certains publics qui sont aussi évités. Au lieu de faire avec, on a tendance à se dire bon, si on peut faire qu'ils ne soient pas là, c'est mieux et on sera tranquille, quoi. Donc ça c'est vraiment pas notre truc. Voilà. Donc si on passe bon, ça c'est un peu la ouais. Et donc on va vous montrer bon, ça c'est un peu le circuit, cette idée d'être aussi entre les structures qui sont là depuis très longtemps, les centres socioculturels, etc., et, les associations d'habitants qui sont là depuis très longtemps, les élus d'un côté, et puis ces acteurs qui viennent parfois faire des one-shots ou des actions artistiques. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme entre-deux, en fait, dans ce schéma-là? Et nous, on essaie de se positionner un petit peu, justement, dans cette médiation-là, dans cette espèce d'entre-deux, sans laquelle il n'y a pas le durable, il n'y a pas non plus la capacité de relier les acteurs. Et bon, c'était un peu ce schéma-là qui était essentiel à nos yeux, d'être entre toutes ces entités, quoi, de les faire circuler et faire circuler entre eux. Et puis,
Donc on va aller. Oui, bon, il y a toute la partie sur la recherche qui est un peu. Voilà, il y a plusieurs doctorants ou chercheurs qui suivent l'association, que ce soit. Bon, c'est beaucoup la réflexivité qu'apportent les sciences sociales, qui vont observer un peu ce qui s'est passé. On travaille avec voilà, plusieurs chercheurs qui travaillent en aval et qui essayent d'observer ce qui s'est passé et de faire des retours à travers des entretiens et ce qui nous permet vraiment de voir le décalage qu'il peut y avoir entre ce que nous on imagine et ce qui s'est réellement activé dans un espace à travers nos actions. Et souvent on voit que c'est pas tout à fait raccord. Voilà, donc ça passe par des publications, un travail de cartographie aussi beaucoup. On trouve des formes qui sont entre le graphisme et bon, l'idée c'est de retranscrire des entretiens. Là par exemple, ça c'est des cartes de parcours de vie. Et en fait, si tu reviens sur la carte, là l'idée c'était vraiment un travail collaboratif, c'est-à-dire qu'il y avait un graphiste du quartier, un jeune du quartier qui a inventé tous les signes graphiques qui représentent les parcours de vie, là où ils sont, quelle est l'activité qui s'est passée à cet endroit-là. C'était pour déconstruire aussi cette idée qu'il n'y a pas de mobilité dans les quartiers populaires, que les gens, limite, ils naissent et ils meurent, alors qu'en fait, il y a des parcours de vie qui sont très complexes, des entrées, des sorties, des retours, des départs. Et ça, on l'a fait sur une trentaine de personnes qui ont joué ce jeu de raconter. Et ensuite, avec un jeune graphiste du quartier, il a donné une forme à ce truc-là qui permet de le rendre plus attractif et lisible. C'est cette idée aussi de rendre la recherche de nouveau partageable et par des formats qui sont variés, quoi. C'est ce que l'art apporte aussi. Voilà, bon, c'est ça, voilà, pour cette participation à plein de choses. Et après, pour vous montrer donc les actions qu'on mène, il y a ce circuit un petit peu qui nous semble essentiel pour arriver à faire des projets artistiques et d'aménagement qui soient... on essaye de s'approcher de cette logique de quelque chose qui soit réellement coproduit et réellement co-construit, ce qui est vraiment difficile et on ne l'atteint pas du tout complètement. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de partir sur une relation de co-construction dans laquelle établir même le projet devient une discussion, une source de débat. Et on le verra dans les projets comment ça se fait. Et puis le but c'est de rétablir une certaine confiance, de sentir que c'est pas juste quelque chose qui tombe et puis à un moment on participe en changeant la couleur, mais c'est vraiment comment on pense aussi l'action tous en amont. Et cette confiance, elle est censée, après il faut voir si c'est vraiment le cas, elle est censée aboutir à une augmentation de ce fameux pouvoir d'agir, c'est-à-dire qu'est-ce que ça change dans les parcours de vie de chacun, dans la tête, de se dire qu'il y a des possibles. Il y a des possibles d'être beaucoup plus en action que consommateur. Voilà. Bon, ça c'est le fait qu'on ne travaille que dans l'espace public, même titre que préambule. On a un lieu, mais c'est dans un appartement. En fait, on est dans un appartement à Haute-Pierre. Et bon, c'est pas un lieu qui permet d'accueillir du public ou de faire des actions. Donc on accueille un peu, mais donc tout ce qu'on fait, au même titre que préambule, se fait dans l'espace public. Alors, le premier format qu'on a lancé, c'était cette idée des résidences artistiques. Pour nous, c'est ça qui crée le point de départ, et c'est vraiment un objet de passage, l'art, enfin les objets artistiques, qui permet de faire de récolter finalement voilà, des données, des informations, d'échanger, de dialoguer sur des sujets importants, et qui crée de la matière après qu'on peut faire aller sur d'autres terrains. Et du coup, les résidences, ce qu'on nous propose aux artistes, c'est d'écrire un projet dans lequel la ponctuation et la construction du projet se fait complètement à travers des ateliers qui se passent dehors. On est en lien avec le CSC, alors en France CSC c'est, je ne sais pas si c'est pareil ici, mais centre socio-culturel. Donc c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle en Suisse, l'équivalent des centres socio-culturels. Maison de quartier, voilà. Ouais. Maison de quartier, donc qui eux organisent dans l'espace public des animations l'été, et on se greffe à ces moments-là, et il y a des propositions artistiques voilà, qui émergent, et pour les construire, on se base sur ce que
les participants apportent, notamment sur la vidéo de juste avant. Pour donner un exemple, ça c'est Romain Barthélémy, c'est un artiste qui travaille dans le son et qui a créé une installation sonore en quadriphonie, donc avec 4 enceintes. Et il y a un dispositif qui permet d'avancer dans une échelle du temps, donc avec 2 doigts sur un petit écran qui est dans une table en bois. On peut avancer dans le temps, et tous les sons qu'on entend, c'est des propositions de l'imaginaire des futurs possibles de Haute-Pierre, qui sont amenés par tous les enfants, les adultes qui ont amené des propositions, des idées d'imaginaire, avec des petits outils qui leur a permis un peu de construire ces récits. Et l'artiste s'est emparé de tous ces imaginaires que les participants ont associés à des années, donc en 2025, en 2050, et par la suite a restitué toutes ces imaginaires sous la forme d'une installation qui était dans le quartier. Donc une grande boîte noire tout d'un coup qui arrive dans le quartier, et les anciens, ceux qui avaient participé recroisent tout d'un coup le dispositif et entendent leurs idées en fait, en son. Et se déplace dans le temps, et ça finit en 2100 par une tempête de sable. C'est la fin de Haute-Pierre. Voilà, donc pour un peu raconter comment, en fait, dans ce principe d'une résidence artistique qui est assez simple, mais comment on essaie de construire un maximum l'histoire tous ensemble du début à la fin pour qu'il y ait un vrai enjeu, un vrai engagement. Et même au début, le choix de l'artiste, c'est lié à un sondage qu'on fait dans le quartier. Donc il y a plein de médiateurs qui se baladent avec les 4 artistes qui ont été présélectionnés par un jury professionnel. Mais le choix final de l'artiste qui va venir sur le quartier, c'est évidemment, c'est pas représentatif. Enfin, on essaye de le faire avec des panels un peu représentatifs, mais c'est sur un panel d'une centaine de personnes. Mais en tout cas, il y a eu un moment, un choix, un débat dans le quartier sur qui serait l'artiste. Cette année, c'était Ayman Azouri, un artiste syrien qui est venu faire un travail sur la lettre, sur les alphabets du monde. Voilà. Donc c'est tout ça qui fait que c'est pas seulement une action comme ça qui tombe, mais ça devient un projet de quartier. Bon, là, ça retrace un peu toutes les choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, tout ce travail artistique s'est incarné. Il y a eu une proposition de faire un projet sur une place, et là, tout ce que nous on émettait sur la question du cadre de vie, toutes les idées qui pouvaient venir, et on disait oui, même par rapport à la rénovation urbaine, on était un peu parfois critique, où on disait pas bien pourquoi vous faites tel ou tel choix, pourquoi les habitants ne sont pas un peu plus intégrés dans la réflexion dès le début. Et du coup là on a eu l'opportunité de faire ça, parce que sur une place qui était complètement désertée, désaffectée, alors là, c'est un ensemble de bailleurs sociaux qui réunissent leurs fonds pour aménager et entretenir ces places, parce que c'est au cœur des mailles. Vous voyez, Haute-Pierre a une forme, c'est des octogones, c'est comme une ruche. Et chaque maille a un nom, donc Jacqueline, Catherine, Karine, Éléonore, Brigitte. Et donc on habite à Brigitte, on habite à Catherine, à Éléonore. Et donc à Éléonore, cette place qu'on voit derrière là, qui était complètement, c'était vraiment un tas de cailloux avec même des bouts de métal qui sortaient du sol. Enfin, c'était un no man's land total. En plus, pour des questions de sécurité, pour que les jeunes squattent plus, ils avaient bouché un mur, un passage qui était sous les immeubles qu'on voit à droite là, où il y a le scooter. Et donc avant, ça circulait à mort par là, mais ça rendait cette place vivante. Et tout d'un coup, ils ont bouché ça pour qu'il n'y ait plus de problème. Enfin, la nuit, etc. Et sauf que ça a complètement désertifié la place. Il n'y avait plus aucun passage. Du coup, ça devenait vraiment un endroit dans lequel personne ne voulait traîner. Et tous les aménagements que la CRH, donc c'est eux qui entretenaient, avaient tenté de poser les années précédentes, étaient dégradés. Voilà. Et ils en avaient un peu marre de se dire bon, on va recommencer et remettre encore de l'argent comme ça, sans fin dans ce truc. Est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et du coup, dans le cadre d'un atelier territorial des partenaires, alors ça c'est à Strasbourg, c'est une instance dans laquelle toutes les acteurs associatifs locaux
les forces vives se regroupent autour de questions, notamment l'espace public, les espaces partagés. Et c'est un des organes de démocratie locale, on va dire. Et c'est vraiment plutôt les associatifs qui se mettent ensemble sur des questions et qui cherchent à faire des projets, à innover un peu. Et c'est dans ce cadre-là que cette question s'était posée. Et on nous a sollicité en disant, ben voilà, il y a cette somme, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça et comment vous le feriez? Et du coup, on a commencé avec une étudiante en archi qui s'appelle Léonore. On a commencé à dire, ben, on va traîner dans le coin, on va commencer à faire à rencontrer ce lieu et à prendre le temps déjà de le rencontrer. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu notre manière de travailler. En gros, et on l'a fait sur d'autres projets qu'on fera après, de janvier à juin, on est sur place et on rencontre un maximum d'acteurs. On met en place des outils un peu attractifs, un peu ludiques pour essayer de récolter un maximum de données, d'informations, de comprendre ce quartier, ses usages, cette place, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Et à partir de juin, donc l'été, après c'est ces fameux chantiers ouverts qui démarrent et où le bois est livré et puis tout le monde participe à la construction, des espaces. Donc là, c'est ce qu'on voit quand je parlais des jeunes, des publics, de jeunes adultes de la place. Là, on voit effectivement la mise en action de tout le monde autour de la création d'une espèce de grande pergola qui devait accueillir, qui accueille des balançoires. Et ce qui s'est passé, alors dans le jeu d'acteurs, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une association locale qui est là depuis 20 ans, qui s'appelle AMI, Animation, Médiation, Insertion, qui a été vraiment un des acteurs du démarrage du projet. Il y avait la ville forcément qui était là qui avait organisé les ATP, et puis la CRH. Et donc tout ce jeu d'acteurs, et puis nous qui venons un peu plus comme ça sur le projet. Donc là on voit un petit peu ce que ça a donné à la fin de la première année. Ça c'était le premier chantier qui a donné ça. Et là, alors dans ce jeu d'acteurs, il y a eu, on pourra y revenir, mais dans les choix qu'on a dû opérer à un moment, notamment par rapport à la place des jeunes adultes dans ce projet, vis-à-vis de cette association, il y a eu des espèces d'écarts d'objectifs. Eux étaient plutôt pour focaliser le projet sur les enfants et les familles, les mamans, et avoir tendance un petit peu à pas trop intégrer d'autres tranches d'âge. Et nous, on s'est tout de suite dit que si on faisait ça, ça risquait de mettre en péril le projet, et puis qu'il y avait autant de raisons d'aller voir les jeunes adultes qui utilisent cette place que les autres. Et ça a créé une première dissension un peu dans le jeu d'acteurs. Et ce qui a très bien marché au début avec cette association AMI, avec les tout jeunes, avec lesquels on faisait on appelle ça des labobricots, c'est des sortes de préfiguration du projet, un samedi dans le mois, avant de faire le vrai projet. On ramène des palettes, des outils, des matériaux, et on teste en fait. On fait des petits bancs qui tiennent un peu pas trop la route, des petites tables, des choses comme ça, et on regarde comment elles sont appropriées. On les laisse traîner dans le quartier et puis on les voit bouger en fait. Est-ce que c'est les jeunes qui les ramènent sur le parking de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils en font, etc. Ça nous a permis aussi d'observer vachement les usages. Et puis voilà. Et du coup, on a répondu aussi aux envies de ces jeunes adultes avec des barres de traction, des choses. Donc ils nous ont poussé à faire certaines choses qu'on n'aurait pas imaginées. On les a fait, on est allé vite pour le faire. Et ça les a vachement mis en confiance. Ils se sont dit, enfin, on voit quelqu'un, il dit un truc, on le réfléchit ensemble, et à l'été, c'est fait, quoi. Alors que d'habitude, c'est toujours le terrain de foot que vous aurez dans 150 ans, puis il n'est toujours pas là. Et donc, au bout d'un moment, ils écoutent même plus les politiques, et ils disent, oui, parlez-moi, de toute façon, ça fera comme d'habitude, il ne se passe rien. Et puis... Donc c'est ça, cette espèce de mise en action directe. Voilà, donc ça c'est après toute une phase autour de la signalétique aussi sur le lieu, qui a été faite avec un Fab Lab, et là c'est carrément un
papa du quartier qui a accompagné les jeunes au Fab Lab pour faire la signalétique du parc. Et ce raccord toujours avec l'artistique. Là, on voit après une résidence d'artistes qui était en même temps que le chantier de la place, et donc qui amène à interroger et à faire un jeu de réponse. Là, c'était un journal mural qui se créait en temps réel avec un collectif qui s'appelle Trame Ordinaire, et ils récoltaient des paroles sur le chantier, des photos que les gens ramenaient, etc. Et en temps réel, ils ajustaient, ils rajoutaient des trucs, des phrases. Et ils font un super travail graphique. Et ça, c'est un énorme levier pour vraiment donner de mettre en image ce qui s'active sur une place, et faire que ceux qui n'y participent pas aussi le lisent et en ont une espèce de restitution. Donc il y a pas mal de collectifs de graphistes qui travaillent dans ce sens-là aujourd'hui. Trame Ordinaire, ou Ne Rougissez Pas, ou des collectifs comme ça qui bossent beaucoup sur cette mise en mots dans l'espace. Voilà, là, c'est des bancs qu'on a rajoutés parce que justement les jeunes aussi squattaient sur ce banc en béton, et on a recréé des assises. Et puis il y a tout l'aspect convivialité qui est lié au projet, qui est hyper important, qui vient rythmer avec des moments festifs qui sont co-organisés avec tous les acteurs et les gens du quartier. Et voilà, ça c'est une inauguration de la 2e année. Et puis des moments qu'on partage et qui sont vraiment à l'initiative des publics sur place. Et ça a donné lieu à un autre projet qui est sur un autre quartier et dont Yann s'occupe. Donc du coup, le contexte. Donc là, on n'est pas du tout sur Haute-Pierre. Enfin, on n'est pas très loin. On reste dans les quartiers ouest de Strasbourg. On est juste un tout petit peu plus au sud. Donc Königshofen, quartier populaire, ouvrier, ancien site brassicole de Strasbourg, assez important, avec toute une ligne de vieilles brasseries le long de la voie ferrée. Je vous pose le contexte un peu. On a également donc une cité qui date, qui est donc classée maintenant quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc ça c'est la définition. Donc avant on appelait ça des US, etc. Maintenant c'est des QPV. Ça évolue toujours. Et donc on a le square Nicolas Appert se place. Alors ça c'est intéressant. Il est entre la cité Erad, donc le QPV, et le vieux Königshofen, donc qui est, on va dire, historique, quoi, pas mal de vieux bâtiments. D'un côté, on a une population assez âgée, donc le côté du Königshofen, et de l'autre côté, quartier Erad, on a une population plutôt jeune, et qui a une mixité sociale assez forte, et d'origine assez variée. Donc voilà, suite à l'expérience de Place Erasme, a pas mal intéressé d'autres associations de Strasbourg, et notamment l'association Par Enchantement qui nous a contactés suite en fait tout a commencé par un collectif de mamans qui fréquentaient le square et qui juste relevait le fait que ce square n'était plus adapté à leurs besoins. Les jeux étaient dépassés, datés, les balançoires tenaient plus spécialement. Bref, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Il y a besoin de rafraîchir ce secteur. Donc du coup, une pétition a été lancée qui a récolté 165 signatures, qui est montée donc directement chez le maire. Et du coup, il a fallu donner une réponse à ce collectif de mamans. Et la ville a dit on va intervenir. Et donc ils ont envoyé, on va dire, ils ont mis dessus, on va dire, l'équipe. Là, je vous fais un peu le jeu d'acteur parce que c'est quand même assez important, il est assez large. Ils ont décidé de mettre en lien l'équipe du parc naturel urbain de Strasbourg, qui est en fait dans le secteur vraiment, c'est le même secteur que Königshofen. Et donc Béatrice Pipard, qui est la chef de projet du PNU, a décidé d'intégrer le square dans son projet de parc naturel urbain. Donc du coup, ils ont rattaché le square et du coup, ça permet de lancer un programme de renouvellement en fait ou de réhabilitation du parc. Et
En parallèle, donc ce collectif de mamans travaille aussi en lien avec l'association Par Enchantement, qui fait donc le relais habitant. Nous, on intervient, du coup, pas comme prestataire, mais on va dire comme... on n'est pas prestataire parce que c'est pas une commande, mais on intervient en fait pour aider au montage, on va dire, du chantier participatif ou collaboratif. Donc, à partir d'octobre cette année, on a commencé, on a monté notre projet, donc le calendrier d'aménagement en fait fonctionne en 3 temps. De septembre à décembre, c'est la phase qui est de la récolte de données. Donc, la récolte de données, nous ce qu'on fait, c'est les meilleurs experts du territoire sont forcément sont les usagers. Donc du coup, on a décidé de mettre en place une tente familiale quechua, une fois par semaine, pour du coup et sortir nos outils en fait de récolte de données, donc, questionnaire sur tablette ou sur téléphone, cartographie participative, et du coup en fait c'est un temps convivial. Donc on invite, on va dire, les usagers du square à nous rencontrer et à échanger sur le projet, à commencer à réfléchir ensemble. Nous, d'un autre côté, ça nous permet de récolter de la donnée et puis commencer à préparer les choses pour la deuxième phase du projet, qui est donc de janvier à mars, qui est donc la co-conception, en fait, des aménagements. La phase 1 est très importante puisque c'est celle qui va créer, on va dire, le socle humain, qui est, on va dire, le pilier numéro 1 du projet. Sans ça, en fait, on peut pas faire grand-chose et on peut être quasi sûr que une fois qu'on aura construit des aménagements, ceux-ci ne tiendront pas dans la durée. Il faut avoir, on va dire, un socle habitant assez fort. On a toujours des moteurs, en fait, qui sont là, qui seront là, on va dire, le noyau dur, qui participeront à chaque fois, qui viendront à chaque bivouac, et qui, du coup, seront moteurs plus tard. Et c'est une étape assez importante qui est vraiment pas à négliger vraiment dans le projet. J'en étais où? Alors du coup oui, alors on a les bivouacs en fait, ceci ça reprend l'idée, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est le concept un peu de permanence architecturale qui en ce moment apparaît, depuis un moment en fait, apparaît un peu partout. Et donc ça, il y a le temps, le bivouac, donc une fois par semaine, et on a aussi le super bivouac. Alors ça c'est une fois tous les 3 mois ou 2 fois tous les 6 mois, je sais pas. Et donc là, c'est un temps, on va dire, convivial, qui est pas vraiment dans la récolte d'informations, de données, dans le travail. C'est plus dans quelque chose d'un peu plus dans l'événementiel, mais aussi dans le test de nouveaux usages. Donc pour le premier super bivouac, parce que là c'est tout neuf, on vient de commencer le projet depuis juin. Les bivouacs ça a commencé en octobre. Là on vient de faire le premier super bivouac donc le 31 octobre, donc c'est tout frais. Voilà, après avoir récolté les premières données, il y avait vraiment une envie de faire apparaître un cinéma éphémère sur le square. Il y avait des gens qui nous disaient bah ouais mais alors, nous le cinéma il y en a pas dans le coin, les cinémas de quartier ça n'existe plus de toute façon, ça a totalement disparu au profit des grands groupes. Et donc là, c'est dit bon bah ok, on va remettre un peu en place un petit cinéma de quartier, juste en essayant pour voir. En parallèle, on a dû mettre un bras zéro parce qu'il faisait super froid. Et en parallèle, le reste de la journée, l'après-midi, on a fait une disco soupe, donc récupération de fruits et légumes le matin, donc les invendus donc du marché-gare, c'est un peu le Rungis strasbourgeois. Récupérer tout ça, l'après-midi, ok, le square devient une cuisine, le temps d'une après-midi, puis on cuisine tous ensemble. Ça a super bien marché, ça a permis de vraiment faire du lien, quoi, et de tenir nos promesses aussi, parce que voilà, depuis quelques semaines, on était là, on a posé notre tente un peu comme des ovnis, et puis d'un coup, ok, on commence à faire des trucs et on commence un peu à animer. Voilà, donc voilà où nous en sommes actuellement. Donc après, toutes les infos récoltées vont être synthétisées puis présentées en janvier. Donc ce sera l'occasion d'un autre super bivouac. Donc ce sera la période de la galette des rois. Donc peut-être un truc autour, je sais pas, une joute urbaine, je sais pas.
Et là, pareil, ce sera le démarrage en fait de la co-conception du projet. Et donc là, on va vraiment se projeter sur qu'est-ce qu'on fait sur ce square. Quel type de mobilier, quel périmètre. Le périmètre est plus ou moins défini pour le moment, mais il reste toujours à flécher, toujours certaines zones. Là, la convention sur laquelle la ville sur laquelle on travaille avec la ville, elle est que définie sur un périmètre. Mais des avenants peuvent être ajoutés pour, on va dire, agrandir ce périmètre. Donc ça, ce sera, on va dire, à partir de janvier à mars, conception, et puis de mars à juin, on passe vraiment dans le dur du projet, donc la co-construction. Et ça, c'est l'année numéro 1. Après, voilà, il faut rester sur place. L'avantage aussi, c'est la suite du projet, donc l'association Par Enchantement, qui est un relais habitant très fort et implanté sur le quartier de Königshofen depuis plus de 10 ans. Du coup, est un relais nécessaire en fait pour la suite et la gestion post-projet, pour on va dire la continuité, si on continue ces opérations-là, si on continue l'aménagement et on commence à s'étaler encore plus. Et voilà. Je sais pas si j'ai été clair, j'espère que ça va. Le silicone ? Non, l'école. Oui, pardon, oui, l'école. Ah ouais, c'est vrai que j'ai oublié, il y a un autre acteur super important. L'école des Romains. En fait, le square, il jouxte une école, vraiment, gros groupement scolaire. Et donc l'école, c'est un de nos acteurs, fait partie du premier cercle, quoi, c'est du noyau dur. On a 11 écoles qui participent, 11 classes qui participent au projet et qui ont comme travail de récolter donc également de la donnée, quoi. Donc il n'y a pas que nous sur le terrain. En fait, l'idée c'est que de manière, on va dire un peu virale, toutes les outils de récolte peuvent se diffuser en fait auprès des usagers du square, et puis à la fin on récolte juste le tout et on met ça en forme aussi. Donc il y a l'idée de monter un véritable système d'information géographique, un SIG, pour avoir de la donnée, on va dire pas brute mais exploitable, et qui peuvent aussi servir d'analyse à des bilans, on va dire plus tard en fait, bilan d'action, et puis sur 5 ans voir comment le square vit aussi. Ça peut être très intéressant de voir, voilà, au début, à l'instant T, voilà, le square vivait de telle façon. Maintenant 20 ans plus tard, si on est toujours sur le projet, voilà comment il vit. Surtout qu'il y a d'autres enjeux assez importants, hein. On est le square, on a le tram qui va arriver d'ici l'horizon 2020. Son terminus à Königshofen sera juste à côté du square. Donc il y a aussi un enjeu politique là-dessus, assez important. Et autre chose, voilà, alors en termes de surprise aussi qu'on peut avoir, voilà, là dernièrement on a découvert, donc ça reste à voir, que le site est pollué en fait au plomb. Donc ça rajoute un nouvel élément, et donc du coup comment utiliser ou détourner ce problème-là, quoi. Parce que c'est pas rien, je veux dire, là on met en avant notre responsabilité quand même, et donc va falloir réfléchir à peut-être des chantiers de dépollution avec des champignons. Voilà, c'est ça l'idée. Donc du coup peut-être aborder, voilà, la dépollution du sol d'une manière pédagogique, parce que on peut pas quand même voilà, commencer à planter des choses et après les manger. Voilà. Et du coup après ce genre de processus on l'a mis en place sur des projets liés à l'agriculture urbaine. Donc il y avait des jardins partagés qui étaient des espaces qui avaient été prévus pour faire des jardins partagés dans le quartier. Et bon, c'est un peu le même genre de processus, donc vous verrez en image comment ça se met en place, comment avec les futurs habitants jardiniers on prend possession de cet espace qui est complètement libre. Et voilà, on va juste montrer des images, parce que c'est vraiment la même logique que sur l'aménagement de la place Erasme ou Square à Perth. C'est toujours ce truc, voilà, de constituer un groupe d'acteurs, de monter tous un peu en compétence sur ça, d'avoir 10-15 jardiniers, de faire des ateliers dans lesquels on coécrit la suite, on essaye d'imaginer chacun quel pourrait être son usage.
ce qui est intéressant d'observer, c'est aussi le décalage qu'il peut y avoir et ces outils en amont, alors qui prennent du temps, qui sont difficiles à... C'est difficile de faire comprendre aux politiques que c'est important de faire ce travail-là en amont, mais quand on voit les résultats, on sait qu'on a gagné du temps. Mais ça, c'est difficile à faire comprendre aux décideurs. Hein. Souvent, ils veulent tout de suite, on fait le truc, et puis voilà. Sauf que si on n'avait pas fait tout ce travail en amont, on ne se serait pas rendu compte que le projet de jardin qui était initié au début, qui était entièrement ouvert et collectif, chacun cultive un truc, puis on fait tous les tomates ensemble, et puis chacun récolte ce qu'il veut. En faisant le tour de tous les futurs jardiniers dans les immeubles autour du jardin, on s'est rendu compte que c'était complètement en décalage avec ce que les gens attendaient. Eux, ils souhaitaient, pour pouvoir se rentrer dans ce projet, avoir une parcelle. Donc ils parlaient tous de ça. Et si on n'avait pas fait ces porte-à-porte, ces questionnaires, ces moments de discussion et de débat, on serait parti peut-être sur ce modèle là, qui avait été prépensé, et puis on se serait demandé dans 3-4 ans pourquoi ça marchait pas, quoi. Donc c'est vraiment un temps, et en plus ça peut être fait de manière très ludique et inventer plein de manières de le faire. On a un outil radio, on parlera un peu, une sorte de radio caddie mobile dans le quartier. Donc il y a plein de manières d'engager ce débat, et ça peut devenir même prétexte à une forme artistique ou créative. Et en plus, ça capitalise énormément de données qui sont hyper importantes pour que la suite fonctionne. Ouais. Concrètement, comment vous avez fait vis-à-vis des décideurs, des élus les convaincre. Ils sont même pas encore vraiment convaincus. Alors le problème, c'est dans les discours aujourd'hui, on commence à entendre. Là, il y avait un conseil municipal récemment, et des élus commençaient à dire oui, voilà, il faut faire ce truc, ce travail, parce que si Horizon m'avait pas fait ça, ça aurait pas marché de cette façon, etc. Mais c'est très très émergent, et c'est une partie du travail qu'on a du mal à revendiquer, et donc ça se fait parce que je crois que nous on s'est mis en difficulté en le faisant de manière non financée et un peu voilà, et que ça monte. Aujourd'hui la place Erasme c'est depuis 2012, hein, donc ça fait bientôt 5 ans, et c'est du bois vissé, et c'est toujours là. Et on a passé un coup de Karcher cette année, et on a refait tout un travail graphique sur les mobiliers, mais tout est encore là, et sauf il y a la jolie cabane que vous voyez sur la droite, celle-là a brûlé parce qu'il y a eu un conflit d'usage avec les jeunes adultes. C'était une cabane qui était faite pour les enfants, et sauf que le soir ça servait à tout autre et donc il y a eu un conflit avec un voisin qui un soir a mis le feu au truc. Mais sinon, à part qui a été un grand traumatisme quand même dans la vie du projet, tout le monde en parlait, ils ont fouillé la cabane, mais à part ça, qui a été vraiment un phénomène ponctuel, mais sinon globalement, à part des petites réparations qui sont quand même effectuées de temps en temps, mais il n'y a pas de dégradation volontaire, voilà, c'est de l'usage, et ça quand on explique aux décideurs que quelque part ça n'a pu être possible que parce que ça a été concerté très en amont, que parce qu'on a pris ce temps avant, là ils disent oui on comprend, mais il a fallu l'expérimenter, il a fallu leur montrer et prendre le risque nous de le faire sans en avoir réellement les moyens, mais de le faire quand même, et petit à petit je pense que ça va changer, mais il faut des exemples comme ça. Et pourtant, c'est un truc qui date de 2012, mais il y a encore des élus, il y a encore plein de gens à la ville qui ne connaissent pas ce projet. Parce que c'est dans un quartier aussi un peu loin, que finalement, ça n'intéresse pas grand monde. Par contre, il y a eu un peu le même genre de processus, mais bon, c'était surtout les commerçants d'une rue en plein centre-ville qui avaient demandé qu'il y ait quelque chose de participatif dans une rue pour la faire passer en rue piétonne. Mais c'était vraiment beaucoup plus les commerces de cette rue qui ont poussé pour faire ce truc-là. On ne peut pas dire que c'est une mobilisation habitante ou une initiative habitante. Mais en tout cas, ça a placé en plein centre-ville un dispositif un peu du même genre, et qui a aussi questionné quand même pas mal les décideurs. Mais il leur faut des preuves. Même si théoriquement on peut leur dire, mais vous savez très bien que si on ne fait pas ce travail-là, ça va être bancal, ça ne fonctionnera pas, ça ne durera pas dans le temps. Mais eux, ils ont des objectifs à court terme, donc tant qu'ils n'ont pas eu des vraies preuves qu'il y a quelque chose à gagner au bout, et que eux, en tant que
le financeur d'une opération comme ça, c'est aussi l'image de tout ça qui est valorisée pour que ça parte pas en cacahuète au bout de 3 mois. Ça n'est que par la preuve et des gens qui s'engagent finalement à le faire parce qu'ils pensent que c'est obligatoire et qu'il faut y aller quand même, que ça arrive. Mais ça demande une certaine militance, quoi. Même sur Apert, on est encore à négocier un peu des sous, il n'y a toujours pas d'argent, mais Yann il travaille depuis des mois sans. Enfin, voilà, il y a une perspective qui est quand même d'avoir un peu les moyens pour mettre des gens sur l'affaire, mais c'est toujours une prise de risque, et c'est toujours on y va, il faut y aller, on y va, et on prend ce risque. Et en faisant la preuve, à rebours, nous on espère qu'à rebours ça fera avancer les voilà. Mais bon, après, voilà, on est bénévole un peu rémunéré. Enfin, on va dire qu'on est à 70% de bénévolat. 50%. Ça dépend en fait, ça dépend des projets. Il y a des projets, on répond aussi parfois à des sortes d'appels à projets qui sont financés un peu plus sérieusement. Mais la base expérimentale qui se passe à Haute-Pierre et qu'on fait avec les habitants, tout ça, c'est une partie qui est fragile, qui est assez militante. Ouais. Mais ça porte ses fruits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a les élus qui reviennent nous voir, qui disent, on montrera un exemple dans une cage d'escalier aussi, où dans les espaces communs ou les espaces dans les immeubles, il peut se passer des choses aussi de cet ordre-là. Mais ouais, ouais, on est un peu tard. Ouais. Ouais, on va aller un peu vite pour finir. Qu'est-ce qui sur les jardins partagés, peut-être l'art au jardin. Moi j'ai vu une question avant, j'ai écrit, c'est pas une question. C'était en termes d'habitants, c'était par rapport à ces documents. Au niveau des langues, ouais. Voilà, c'est ça. La question de la mémorisation, avoir un panel un peu plus large que les anciens, on va dire, qui parleraient la langue. Il y a parfois des traductions par les enfants, donc dans les jardins notamment. On appelle les enfants et ils traduisent pour les parents jardiniers. Mais ça reste bon. Après, il y a quelques cas où c'est vraiment bloquant, mais souvent ça passe par ça, une sorte de système de traduction par le réseau, par des amis qui parlent un peu mieux français, de la même communauté. Donc, pour juste de façon urbaine, ils ont prévu en fait un espace, un friche comme ça en fait clôturé pour justement implanter des jardins partagés. Donc du coup en fait nous on travaille là-dessus et un choix qu'on a fait au tout début et ça on le retrouve toujours dans nos projets, c'est l'apport de l'art en fait au projet. Donc en fait l'artiste on essaie voilà, le rôle qu'il a, c'est un rôle d'ellipse en fait. C'est pas là pour la création artistique dans le sens classique du terme, en fait, faire œuvre, mais c'est plutôt en fait faire le lien, même sortir des choses, même mettre en exergue des failles ou des qualités. Donc voilà, en fait, et ça on le retrouve toujours et c'est un point très très fort dans notre projet et ça nous permet aussi, même vis-à-vis des élus, parfois des choses qui est politiquement assez dérangeant, avec le but de là, on peut l'avancer. Donc en fait, c'est un outil assez fort dans nos projets. Ça nous donne beaucoup de liberté, puis ça rend les choses aussi plus sensibles en fait, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit économique, que ce soit là même toucher la terre. C'est pas seulement planter et manger. Ça devient aussi un rapport politique. Donc voilà, en fait, donc on travaille beaucoup avec la présence des artistes en fait dans nos projets, autour de nos projets, et dans le lien avec les habitants et les actions. Donc voilà. Et même là si on prend cet exemple-là, même dans les parcours professionnels des artistes, ça fait rentrer des choses dans les projets qui nourrissent d'autres projets, parce que ça c'est un projet que tu as exposé au Centre Pompidou à Metz, mais qui a été presque préfiguré à Haute-Pierre. Donc il y a une espèce d'enrichissement aussi dans les parcours. Enfin, moi, Haute-Pierre m'apporte énormément. C'est pas la question de ce que l'artiste apporte, c'est vraiment la question de ce que un contexte avec des complexités, des dialogues enrichit vraiment énormément dans l'autre sens, vers ce jeu entre le créatif et surtout aussi imaginez que c'est pas des créatifs qui viennent d'école, c'est aussi les artistes locaux
sur le projet à Place Erasme. Il y a un travail énorme de presse, etc., qui a été fait par les artistes du quartier, qui valoriser les artistes du quartier, leur permettre de s'exprimer, leur trouver des moyens, les valoriser, leur donner des espaces, c'est renforcer leur position qui est déjà dans le quartier une position hyper essentielle. C'est vraiment des gens qui sont des référents pour les jeunes adultes, etc. L'artiste, je sais qu'il y a Pépite, il sculpte, il graffe, il fait des choses, mais il n'a jamais l'occasion tellement de le faire dans l'espace public, de le montrer, parce qu'on va privilégier d'autres artistes, on va faire venir un mec qui graffe du centre-ville, mais c'est hyper grave en fait, parce que il joue un rôle qui est essentiel dans le quartier, et c'est fait, comme souvent, c'est fait de manière un peu invisible. Nous, on essaye aussi de révéler ça, toutes les qualités qui sont parfois cachées, de relationnel, de manière de faire, de s'entraider les uns les autres, mais tout ça c'est un peu caché, et c'est pas tellement de montrer ce que nous on sait faire, c'est de montrer ce que le quartier sait faire et de le refaire remonter dans un travail artistique ou d'aménagement, mais c'est vraiment de valoriser ces richesses et de les rendre publiques, les rendre visibles aussi, pour le quartier, mais pour l'extérieur aussi. Changer le regard qui est porté, qui est souvent très, très biaisé. Voilà, donc ça c'est tout le chantier qui a emmené beaucoup de monde sur les différents jardins. Bon, le festival, on va aller un peu vite, c'est pas trop la peine, c'est un moment un peu clé dans le quartier où on se met sur une place à côté d'un théâtre et puis on re-questionne plein de choses, c'est un peu un moment synthèse, quoi. Bon, là c'était avec la NPU, on a fait un travail de résidence croisée, je sais pas si vous connaissez l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Ils sont un peu entre l'art, le spectacle vivant, et ils psychanalysent des territoires. Et c'est les habitants eux-mêmes dans un travail donc pour coucher le territoire sur le divan, et ils mettent des chaises longues dans l'espace public, et ils font des opérations divan, et les habitants sont amenés à parler de leur quartier, et à travers des questionnaires chinois, enfin bref, il y a tout un dispositif. C'est assez drôle, c'est assez décalé. Et en même temps, ça apporte beaucoup dans la réflexion commune sur le quartier. Voilà, c'est tout ce qui peut se passer comme moment quand vraiment les choses sont co-construites. Là, c'est un food truck du quartier qui est en général mis de côté. L'élu veut pas en entendre parler, il veut pas qu'il y ait de food truck. Ben nous, on arrive, on l'invite, on le fait venir sur la place et il fait ses sirops et ses sandwichs. Et c'est un peu conflit avec la ville, quoi, parce que ils trouvent ça bien, en même temps ça anime, et en même temps ça contrecarre un peu leur vision à eux, qui voudraient pas trop qu'il y ait ce genre de choses, et tout d'un coup ça génère quand même quelque chose qui est énorme en termes parce que les habitants l'ont beaucoup eux repéré. Bon, ça c'est toute la partie du numérique. Le numérique, ça influence beaucoup ce qu'on fait dans la manière de repenser les relations entre les gens, l'horizontalité, la transparence un peu de tout ce qui se passe. Et ça, c'était un projet où on avait fait Haute-Pierre en 3D, temps réel, sur Internet, accessible par tous, et où chacun pouvait rajouter des bouts de trucs dans la maquette en 3D. Et après, on re-rend, c'est comme un jeu vidéo, on peut y aller à plusieurs en même temps. Et à la base, c'était une maquette en blanc de Haute-Pierre, on avait refait Haute-Pierre avec tous les immeubles. Et à travers des ateliers qu'on voit juste après, tout le monde était à même de rajouter des choses dans cette 3D, dans ce jeu vidéo, de réinterpréter tel ou tel bâtiment, de raconter les choses différemment, de se mettre soi-même dedans avec des avatars, on pouvait écrire des phrases. Donc voilà, c'est comme une réappropriation, mais virtuelle, du quartier. Et là aussi, l'extérieur peut... Puis après, il y a plein d'outils de médiation, de récolte, le vidéomaton, le sonar, qui sont des sortes de dispositifs mobiles dans l'espace public et qui permettent de récolter du son, des paroles, et après de les mettre sur des cartes géolocalisées en temps réel. Bon voilà, on va peut-être pas trop insister, mais ça c'est des dispositifs qui font que le numérique est pas perçu forcément comme quelque chose d'un peu directif et un peu oppressant, mais qui devient un outil que les habitants peuvent s'approprier pour faire remonter des paroles, etc. Et on a fait tout un programme avec un lieu dédié au numérique, dans lequel on a, là c'est un autre jeu vidéo qui se passe dans une des mailles, où les jeunes, on voit les participants au jeu qui l'ont élaboré dans le jeu,
et comment ils auraient changé la place en virtuel. Quand on se balade dans la place, là, ça déclenche des aménagements en 3D que les enfants ont imaginés. Et donc petit à petit, le quartier change complètement et il rajoute des choses un peu délirantes. Hein, c'est un peu imaginaire, mais voilà. Et puis la radio qui est dans le fil de cette histoire du numérique et de l'éducation aux médias, enfin, ou des nouveaux médias. Et un projet où on essaye d'inventer une radio justement une radio locale faite par ceux qui l'imaginent, et puis on a des dispositifs mobiles de Radio Cali qui permettent de lancer la radio dans le quartier. Bon là on était invité à l'ENA pour faire un truc autour de la participation citoyenne, mais sinon le Radio Cali se balade au jardin et ailleurs, et il permet de composer des émissions autour de thématiques diverses et variées, mais dans l'espace public. Une petite question, ouais. Je me demandais quelle est votre motivation finalement pour en temps à payer, à investir cet espace. On est un petit peu payé quand même, mais mais oui. Parce que pour moi, là, c'est essentiel dans la radio, c'est que dans la participation des habitants, c'est quelque chose. Il y a tout l'aspect sur lequel vous êtes finalement assez peu soutenu, c'est l'aspect de la mobilisation des élus sur ces questions de participation. Et puis moi, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de participation sans conviction collective derrière, finalement, que c'est important de faire les gens participer. Et puis c'est important d'avoir ce soutien-là, parce que c'est aussi en déléguant du pouvoir finalement à ces personnes-là, ce qui permet de participer. Donc moi, j'entends bien tous vos exemples, vraiment, c'est une manière d'arriver sur le terrain qui est incroyable, avec des idées incroyables, mais je me demande comment vous faites en ayant cette conviction que c'est bien de convaincre les politiques. Ça vous énergie incroyable. Ouais. Ça dit, il doit y avoir moi, avec les deux, à un moment donné, voilà, j'aurais l'impression de ramer, et puis qu'en même temps, c'est des faux sens. Il faudrait des convictions, des injonctions politiques qui favorisent la participation. Ça, je vous le fais pas dire. Moi, j'ai vraiment cette phase, au-delà des exemples, cette phase de soutien, d'avant, de participation, d'intérêt finalement à investir cet espace public sans avoir ce soutien des élus, en fait. Derrière, quand même, il y a un peu un basculement, un changement qui est en cours, mais qui est tellement profond en fait, dans les manières de faire qu'on voit bien qu'il ne s'opérera pas du jour au lendemain. Pardon? Oui, il faut être un peu militant, ouais, à France, il faut quand même, parce que c'est sûr que ça si on parle des élus, bon, pour le décideur politique, il faut voir que c'est comme une remise en... Parfois, ils le vivent comme une remise en cause de leur légitimité, de leur existence même, de leur intérêt. Ce qui est complètement faux, à mon avis, parce qu'ils ont un rôle énorme à jouer. Et ils sont au cœur de ce changement. Fait participer les habitants, ça peut être pris comme une espèce de... Ouais, ça peut être mal pris. Les gens peuvent être élus. C'est ça. C'est la démocratie représentative. Voilà. C'est-à-dire que pour eux, c'est comme si ça faisait tomber en fait, tout leur... Mais moi, l'enjeu est là. La question clé, c'est de faire je pense que... Enfin, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer, en tant qu'aussi acteur un peu pivot, c'est-à-dire qu'on n'est pas 100% dans un truc ou dans un autre, on est dans un truc un peu entre eux, qui pourrait être leur rôle à un moment, qui devrait être leur rôle peut-être, mais en montrant que quelque part ça fonctionne, c'est-à-dire que nous on perd pas tout le monde y trouve son compte, et donc il faut essayer de leur montrer que finalement, de changer un peu de posture, de changer un petit peu de manière de concevoir son action, sa place dans ce truc-là, finalement ne va pas les faire disparaître. Horizome à Haute-Pierre a quand même cette image d'un truc qui pousse un peu, qui pique, qui pousse, mais auquel on peut faire référence avec confiance, quoi. Et du coup, montrer que finalement ça génère cette confiance, et que le politique en a bien besoin aujourd'hui. Il lui faudrait cette confiance. Il faudrait être de nouveau ce référent avec qui on peut dialoguer, débattre, construire, co-construire.
Donc, c'est un peu par l'exemple, quoi. Par montrer que des expériences dans lesquelles on se met dans cette posture et on change un peu de truc et on trouve une place qui est différente, et l'habitant qui d'habitude a sa voix complètement, on essaye de le remettre dans le jeu et au contraire de compenser ce manque qui a été subi pendant longtemps, et que du coup ça ne fait pas disparaître Horizon ou un acteur tiers qui essaye de constituer ce jeu. Donc de fait ça devrait les inspirer, et je pense que ça les titille quand même, qui commencent à se dire bon mais il y a tellement de choses à transformer, c'est tellement ancré que je pense que ça va prendre du temps. Mais non, mais je pense que ouais. C'est de rendre les gens acteurs, c'est pas d'attendre que le politique réponde à leurs besoins. Et en ce sens-là, moi en tout cas, ça me redonne du peps, dans le sens que justement les politiques, ils ont des fois, ils sont pas forcément outillés, mais ils sont aussi dans une histoire de pouvoir qui est pas forcément liée aux besoins du lieu où ils sont élus aussi. Et ça, la réalité des habitants, la réalité du terrain, c'est une autre histoire. Donc pour moi, ce qui est important, qui est plus difficile, c'est comment mobiliser les habitants pour qu'ils aient l'envie d'être acteurs, pas forcément pour tout chambouler, mais juste de se dire on a le droit, parce que nous, on a quand même des gens qui sont très fermés dans leur propre petit monde, et ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est aussi un communautarisme très fort, je trouve, là où il y a beaucoup de diversité, parce que les gens ont peur les uns des autres, ont pas envie d'avoir de problèmes, justement, et je trouve que de faire des activités sur l'espace public, c'est toujours un enjeu. On a l'impression qu'on est toujours en train de faire quelque chose de très subversif des fois, alors que ça peut être tout simple. Moi, je trouve la tente, enfin, on fait des choses des fois assez simples, mais et je trouve que cet enjeu-là, si on l'enlève, si cette résistance d'être dehors un petit peu en groupe, on l'enlève, ça enlève. Enfin, pour moi, c'est ça surtout que je retiens dans votre engagement, c'est ce côté de pouvoir garder une place qui a été désertifiée. Je sais pas qui c'est qui avait demandé que ce soit muré, c'est les politiques ou les habitants. Alors là, à 50%, on a fait une petite étude dans on voyait bien que du côté des jeunes adultes, il fallait garder cette ouverture. On voyait bien que c'était aussi parce qu'ils voulaient que quand il pleuve, ils puissent se mettre dessous. Mais quand on allait questionner plutôt les parents, les familles, et donc c'était vraiment 50-50, une espèce d'équilibre très très... et bon, c'est quand même toujours celui qui a le plus de bagages et la voix qui porte qui gagne. Donc c'est en général les familles qui ont gagné, quoi. Mais le fait d'être dans l'espace public, effectivement, ça nous sort de nos publics habituels. Et les publics habituels, ils sont habitués, ils ont déjà les outils, ils sont outillés. Donc c'est pas eux qui vont changer la donne. Ceux qui vont changer la donne, c'est tous les autres. Tous ceux qui sont pas dans ces circuits, qui ne poussent jamais la porte d'un lieu, qui en ont même pas conscience de l'existence parfois. C'est fou, hein. Il y a un théâtre à Haute-Pierre, plein de gens qui ne savent même pas où il est. Ils ont ils sont jamais rentrés dedans ici, ils savent même pas ce qui s'y passe, mais rien du tout. Donc, oui, bah justement, voie publique, ça se passe devant le théâtre et c'est l'opportunité de faire circuler, de faire visiter. On a fait les 20 ans d'une association de femmes d'ici et d'ailleurs du quartier pendant voie publique. Donc ça, c'est une manière de faire venir des publics qui ont très peu l'occasion. Mais vraiment, cette idée d'être sur le parcours quotidien des gens, dans leur parcours quotidien. Ils sont prêts à s'arrêter, ils sont intéressés, ils sont curieux, ils ont envie de faire des trucs. Mais parfois, voilà, les parcours de vie font qu'ils n'ont pas le temps, pas l'opportunité, puis c'est tout un truc, faut se faire violence pour aller pousser cette porte, c'est pas. Et là, ça ouvre vraiment aussi dans les réponses, ça ouvre vraiment, et on a une vision de l'état d'esprit du quartier qui est beaucoup plus juste, quoi, clair, plus objectif, quoi. Enfin, sinon, si on se base que sur les forces vives, on a un peu toujours les mêmes. En fait, j'ai constaté que ils ont un peu peur, ils créent quelque chose ensemble. Et après, vous l'avez nommé, après il y a des noyaux durs qui portent le projet. Et aussi, alors, l'idée qu'on amène, c'est de faire du participatif. Après, le noyau dur qui se crée.
on peut un peu les lâcher. Après, j'ai remarqué que le noyau dur, des fois, il est fermé. Il n'y a plus l'ouverture sur les nouveaux qui aimeraient venir. Et je voulais savoir si vous avez aussi un peu cette problématique ou pas. Ça devient un peu un clubbing, quoi. La fameuse phrase, au lieu de vendre du poisson, il faut apprendre à pêcher, quoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte, par exemple, il y a un des jardins partagés à Haute-Pierre, le deuxième qui avait été créé, la Marie-Jacqueline, dans lequel il y a eu une association qui a porté, bon c'était pas nous à l'époque, c'était une autre association, qui a porté vraiment le projet, avec quelqu'un d'hyper engagé, qui était là tout le temps, qui faisait tout, qui organisait les trucs, hein. Et puis quand elle est partie, parce qu'elle a déménagé, je sais pas, l'association a arrêté le truc, et petit à petit, au lieu de... Comme les outils n'avaient pas été donnés, eh ben, il y a... c'est assez drôle, il y a une habitante... Une fois, j'y suis repassé parce que du coup, on se disait, bon, c'en est où? J'y passe, et puis je vois une dame qui était là, je lui dis, c'était bizarre, il y avait des grandes barrières, et puis toutes les mêmes barrières partout, sur toutes les parcelles. Et je dis, c'est bizarre, c'est toutes les mêmes... Ah non, ça c'est mon oncle, ça c'est mon frère, ça c'est la parcelle de ma sœur, ça c'est le truc. Et puis en fait, ce qui s'était passé, c'était un jardin privé, quoi. C'était une famille qui avait... parce qu'en fait, il n'y avait pas les outils pour se dire... il y avait peut-être les jardiniers n'avaient pas pris l'habitude de se rencontrer, n'avaient pas pris l'habitude de discuter, de débattre, de faire des projets. Et on a le problème nous aussi, hein. Je pense que à l'heure actuelle, c'est pour ça que nous on dit qu'il faut du temps aussi sur les jardins partagés, mais si aujourd'hui on s'en va des deux autres jardins, bon, il y a de fortes probabilités que ça se passe comme ça. Alors je pense qu'on ne peut pas donner tous les outils la première année, ou même dans les 2 premières années, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais l'objectif dans les 2-3 années qui vont venir, ça serait de vraiment focaliser sur autonomiser, faire que le groupe... Mais alors après, voilà, je ne dis pas que c'est facile du tout, hein, mais ça doit être vraiment l'objectif premier d'une structure qui a commencé à... Il faut quelqu'un qui lance le projet, parce que même si les habitants ont envie, etc., il faut trouver la légitimité, se dire, moi j'y vais, c'est pas facile, il faut dire, ça y est, c'est ouvert, on y va. Ok. Mais après, c'était un peu les questions qu'on imaginait pour la suite. C'était... Bon... je sais pas si c'est... On en avait préparé un peu 2, mais... la deuxième... Non, c'était plus sur les acteurs. Mais c'est un peu cette question-là, c'est-à-dire... ça questionne sur sa propre position d'accompagnant de projet, et quelle est sa mission, quoi. Soit sa mission, dans la plupart des cas, même dans des projets un peu participatif où on fait ça pour faire des photos, puis c'est sympa, et puis la plupart du temps, ça va être qu'il faut quand même faire un beau projet vite, il faut montrer que c'est sympa, donc il faut barder, on sait qu'on a 1 an, bon, il faut y aller, on fait le truc, il faut que ça soit valorisant, que ça soit joli. Les gens, enfin, il y a des photos, il y a les gens, ils vissent un peu et tout ça, mais l'objectif premier de l'accompagnant, c'est quand même le projet. Il faut que le projet soit valorisant, etc. Alors ce qu'il faut valoriser, c'est le processus, et c'est l'outillage, en fait. Mais ça, c'est hyper dur à... Ça demande de la part de l'accompagnement de s'abandonner un peu, enfin de dire, c'est pas moi, ou le but, c'est pas de faire un beau truc. Voilà, et ça, il faut déconstruire, en fait, plein de trucs. Et je dis pas que c'est... vraiment, je dis pas que c'est... même réalisable, enfin c'est une espèce d'objectif ultime, quoi. Et si effectivement, mais ça prendra le temps aussi de déconstruire. On parle des élus, mais je pense qu'il y a à déconstruire aussi dans nos têtes. Hein. Voilà. Donc il y a un travail vraiment qui est à faire chez chacun d'entre nous. C'était un peu le but des questions, mais alors je sais pas, est-ce que... Là, il est midi, en fait. Ouais. J'ai vu que vous êtes passé à la fin, vite fait, une dernière diapo, c'était un studio. Ouais. Dans le bâtiment. Ouais. Je sais pas, je dois avoir 2 mots dessus, parce que je suis en plein là-dedans aussi. Donc, Alors, ça c'était dans le cadre du projet Fabriquer, Inventer, Partager, Haute-Pierre à l'heure du numérique, qu'on a organisé avec un lieu de Strasbourg qui s'appelle le Shadok, qui est un lieu dédié au numérique, aux nouvelles pratiques, etc.
Et on a fait le projet ensemble. Et un des axes, donc fabriquer, c'était tout ce qui est nouvelle fabrication, Fab Lab, prototypage rapide, etc. Avec le Fab Lab mobile qu'on avait vu, les imprimantes 3D qui étaient venues dans le quartier, etc. Fabriquer, inventer, c'était tout ce qui était lié à l'art. Et partager, c'était les nouveaux médias, la radio, etc. Et dans ce cadre-là, il y avait des actions qui étaient prévues un peu tombées d'en haut. C'était un gros projet, puis on avait dit il faudra faire ça, faire ça. Et puis en fait, quand on l'a confronté au terrain, il y a eu plein de remontées, d'initiatives, d'envie qui étaient un peu différentes. Donc notamment beaucoup de jeunes qui voulaient un peu professionnaliser leur pratique des musiques. Et il se trouvait qu'au Shadok, il y avait un super studio qui n'était jamais utilisé, entièrement numérique, machin truc. Et du coup, on a essayé de faire re-rentrer ça dans le projet au bout d'un moment en sentant que c'était vraiment, il y avait un appel du pied. Et le Shadok a été assez souple pour faire re-rentrer dans le projet des choses qui n'étaient pas imaginées au début. Et ils ont rendu l'accès à ce studio gratuit. Et ils ont même mis à disposition des ingénieurs du son sur une dizaine de samedis, je crois, où ils ont travaillé. Voilà. Alors non, c'est le Shadok qui a rémunéré à travers le financement de ce projet Fabriquer, Inventer, Partager, qui était un appel à projet du ministère des Jeunesse et des Sports, je crois, et qui... mais des budgets ont été bougés et pris pour financer parce que c'est souvent la personne qui manque dans ces projets musique et enregistrement, c'est cette figure de l'ingé son, ou de celui qui... Et c'est des compétences que souvent les musiciens ou les jeunes musiciens n'ont pas. C'est le point faible de leur ça, et puis la direction artistique ou la prod parfois mais cette figure-là a permis quand même d'avancer, on a fait un super concert à la fin où il y a cette idée aussi de faire bouger un peu les gens du Shadok, du centre-ville au quartier, à Haute-Pierre, de Haute-Pierre au centre-ville, et on a fait pas mal d'événements au Shadok et qui ont super bien marché, où il y avait quasiment tout le quartier était là, et ça c'était vraiment super cool, quoi, parce que c'est rare, quoi, en fait. C'est rare qu'ils aient l'occasion de pousser la porte de nouveau. Déjà pousser la porte d'un équipement dans le quartier, c'est dur, mais alors voilà. Ça, c'était cool. Et il y a eu un autre projet artistique qui a été très très marquant pour le quartier. C'est une résidence d'un artiste qui s'appelle Marcelli Antones Roca, qui est catalan et qui est venu sur le quartier pendant 3 mois, qui a fait un gros projet de mise en scène assez délirante et à grande échelle de petites scènes à partir des récits de Haute-Pierre et des batailles de farine gigantesques qui ont été filmées en 4K et qui sont devenues une installation interactive, etc. Et il y a eu des sortes de grands fanfares aussi, avec des énormes chars pour chaque maille. Il y avait Catherine, il y avait Karine, et qui ont vachement emmené tous les habitants, parce que c'était un espèce de truc qui parcourait toutes les mailles. Et à cette occasion-là, quand il y a eu le vernissage aussi au Shadok, il y a énormément de monde du quartier qui sont venus. Donc ça c'était une grosse résidence que la ville a financée, qui était vraiment donc un gros financement, mais c'était bien que le Shadok ait comme objectif aussi de ne pas rester cantonné sur son lieu au centre-ville, mais de faire des actions dans les quartiers, et ça c'est à souligner que c'est possible, ça marche. Et Une question. Toutes les actions que vous avez faites sur le domaine public, est-ce que vous avez demandé des autorisations? À Genève, on a la police, on a le domaine public, ils ont fait à manger à l'issue cantonal. Alors on s'y met, un peu, on s'y met. Si on là est obligé maintenant de s'y avec l'état mettre. d'urgence, c'est obligatoire, c'est remplir demande d'autorisation d'un événement sur l'espace public, demande d'autorisation de sonorisation, un peu de musique, mais n'importe quoi, hein, juste une enceinte Bluetooth, ça suffit quoi. Hein Ouais, il y a aussi après maintenant il y a la question de sécuriser quoi. Donc mise en place de voitures sur les points d'accès, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est contacter la préfecture. Après on le fait plus maintenant, mais il y a une époque où on le faisait pas. Ouais.
Qu'est-ce qui se passait? Rien, ça se passait très bien. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'aussi, quand on était sur Erasme, le domaine n'était pas du domaine tout à fait public. C'était le Cœur de Maille était un espace semi-privé, puisque c'est la CRH qui était en gestion, et pas la ville. Ouais. Mais normalement, il y a les mêmes règles. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que ça atténue un peu ce côté-là. Si c'est vraiment sur un espace ville, là, ils sont plus pointilleux, quoi. Mais c'est vrai que pendant des années, même je me souviens, quand on a fait l'expo avec les 40 ans de vie artistique et culturelle, on a demandé à CUS Habitat, parce qu'il fallait coller sur les murs, quoi. Donc, mais je sais même pas, on n'a même pas fait de demande à la ville, je crois. Il y a beaucoup d'actions quand même qu'on fait sans Radio Caddy. Quand on sort Radio Caddy, on ne fait pas de demande. Hein. Parce que quand c'est mobile comme ça, c'est ça, il faut jouer aussi un peu sur les choses. Si c'est un truc qu'on déplace, parce qu'il faut vraiment oui, si on les écoute, évidemment, si on les appelle, oui, est-ce qu'il faudrait que je vous déclare? Mais bien sûr, il faut faire tous les papiers. Mais je veux dire, concrètement, si on le fait, je sais pas, j'ai vu, il y a les tables qui bougeaient là, donc je sais pas, on peut imaginer qu'on est là, on est plusieurs, et puis on déplace des trucs. C'est quoi le problème? Après, voilà, s'il y a un regroupement, s'il y a un attroupement, enfin bon, c'est pareil, on se posait des questions pour des concerts en dehors, parce qu'on fait des petits concerts parfois. Bon. Je sais à quel point on risque qu'il y ait un mouvement de foule. Et c'est vrai que ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Tout le monde en fait le retour, et ça inhibe, quoi. On se dit, oh, on va pas se lancer là-dedans, parce que bon... Si c'est pour passer 4 heures sur un dossier. Et puis en plus, la collectivité met bien l'accent sur justement ces documents administratifs à produire pour vraiment se dédouaner. S'il y a un problème, vous êtes le responsable. D'ailleurs, il faut donner plein de trucs, les numéros de téléphone, je ne sais pas si c'est pareil ici, on prend plein d'infos, mais s'il y a le moindre pépin, c'est vous, quoi. Hein. Si vous n'avez pas suivi la manœuvre de sécurisation du site, ou je sais pas, ça sera de votre faute, quoi. Donc ça fout un sacré coup de pression quand même, je veux dire, juste pour faire un cinéma en plein air, voilà, quoi. Enfin, d'un côté, ça démotive un peu, on se dit, je sais pas, je sais pas y aller. Mais finalement, en fait, on s'en fout, on peut y aller, quoi. Je veux dire, sinon, rien ne se fait. On peut aussi déclarer le minimum et puis dire que ça a un peu débordé. Oui, parce qu'il y a aussi ça, en fait. Je crois que il y a une limite, c'est à partir d'un certain nombre de personnes que tu peux... c'est encore plus compliqué à mettre en place, mais tu peux mentir. Évidemment, je pense qu'il y aura 20 personnes, voilà, pas plus. En fait, 100. Et pour les aménagements, vous avez respecté des normes. Ah ouais. Là, c'est donc... En fait, c'est une question d'expérience. Au début, donc pour Erasme, toi tu peux en parler peut-être un peu plus, mais en gros, il y a sur Erasme, alors le truc c'est que les retours des habitants, c'était des jeux pour les enfants. Donc il fallait des jeux pour les enfants, c'était vraiment dans les questionnaires, dans les débats, c'était dans les dessins des enfants. Bon, ils imaginaient plein de trucs, et évidemment, c'était tout de suite des toboggans, des tourniquets, et nous on était partis un peu là-dedans. On s'est vite rendu compte qu'on a dû faire un peu des déçus, parce que la première année, on s'est dit, on va faire... En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas fait des jeux pour enfants, mais on a fait des sortes de plateformes en bois qui montent, qui descendent, voilà. Ça pourrait être une sculpture en bois, et ce qui est assez génial, c'est que finalement, on s'est aperçu que les gamins adoraient, et jouaient beaucoup. Donc... le premier truc, ça a été de déconstruire un peu cette attente cliché des jeux pour enfants, de leur proposer aussi d'autres types de formes en disant, voilà, en leur expliquant, bon, s'il y a un problème de normes, on va pas faire un truc qui va nous retomber dessus et puis qui vous risquez de vous faire mal et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en fait? Et il y a une espèce de dragon un parcours de mobilité, une espèce de dragon comme ça, et on monte dessus. Ils adorent ce truc-là, c'est génial. Et nous, ça nous permet de pas avoir à justifier. Voilà. Alors après, quand même, les balançoires. Donc à un moment, on n'a pas pu reculer. Enfin, il a fallu répondre quand même. Donc on a fait des super balançoires. Et effectivement, là, on s'est quand même bien plongé dans les normes. Au début, on avait fait des balançoires nous-mêmes. L'objet balançoire, le truc.
Et c'était une catastrophe. On les avait fait en bois avec des chaînes, mais des chaînes un peu lourdes, et puis les trucs étaient en bois hyper lourds. Ils s'envoyaient ça, il y en a un qui s'est pris un truc dans l'arcade, on a tout démonté, on a dit bon, on arrête. Et donc l'entre-deux qu'on a trouvé, c'est de travailler avec des fabricants. Toute la structure en pergola bois, le côté architectural un peu, bon ça on a respecté. Les normes sont assez simples, hein, sur une bonne partie des choses. Il faut un peu aussi se relaxer avec certains trucs, c'est pas si compliqué que ça. Mais les fabricants jouent là-dessus. Ils surjouent la question des normes et bon, ils vendent des trucs à des prix. On a fait pour, je sais pas, 5 fois moins cher un truc qui est exactement le même truc, quoi. Et du coup, on s'est plongé là-dedans, on a vraiment bien travaillé le truc. C'est des distances de sécurité, des écarts, des machins, des trucs. Et on a acheté tous les éléments qui étaient vraiment, qui risquaient d'être problématiques avec ça on l'a acheté chez un fournisseur et on l'a associé à nos constructions. Ce qui nous a permis de passer. Et après, on a fait venir, ils ont souvent des bureaux de contrôle, donc on a fait viser les choses par un bureau de contrôle. Et du fabricant lui-même. Mais ils sont devenus un peu... Sauf là, dernièrement, ils ont été tatillons sur une... En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait tout un aménagement de jeu qui avait brûlé. Il restait plus que des poteaux en métal qui sortaient du sol, comme ça. Ça faisait déjà 2 ans que c'était comme ça. Enfin, c'était triste à mourir, cet endroit. Du coup, on s'est dit, on se greffe dessus, on fait des choses. On aurait fait des jeux sympas, des pentes, des machins. Et ça a été validé par... ouais. Je pense que c'est la Ouais. Moi, j'ai ramené au politique avant, parce que je ne peux pas faire autrement que d'être lié à cette politique-là. Et la particularité, c'est que cette action communautaire au sein d'une municipalité, donc avec tous les règlements qui impliquent en termes de place de jeu, les règlements qui impliquent sur la bouffe. Donc en fait, pour moi, l'action communautaire, c'est complètement paradoxal. Parce que il n'y a justement pas de marge de manœuvre. Donc nous sommes payés avec pas de marge de manœuvre, mais peut-être un peu moins, avec une marge de manœuvre incroyable qui permet d'intervenir comme ça sur l'espace public. En tout cas, moi, de votre action, n'étant pas lié cette action communautaire comme Saint-Lawrence à Chicago, justement, qui est pas liée à une institution. Et moi, c'est paradoxal, c'est difficile pour mon activité, c'est justement d'être, si je peux discuter avec ma collègue, c'est que ça, comme ça, ensuite de fait, et j'avais remarqué que monsieur, qui est dans un autre contexte, un contexte politique, où justement, il faut lâcher des pouvoirs et des élus. Ils n'ont pas participé et du coup on n'est pas dans cette configuration-là. Ça met vraiment en avant la paradoxe de pratique et action communautaire au sein de En tout cas, ce que vous faites, la vérité à vous, on n'est pas organisateur. C'est une association qui organise et puis ça permet de s'ouvrir. Voilà. C'est vrai que si nous on organise, on a tout là, la question de la responsabilité, même si c'est une association qui monte un truc, au bout elle se pose, hein, nous on est... C'est pas on doit une offre. Sur qui ça tombe? C'est sur la ville parce que c'est sur l'espace public mais qu'elle a accepté que ça soit sur l'espace public, ou est-ce que c'est le concepteur du jeu? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'ACRH qui est cette structure qui gère et entretient pour la place Erasmus. Si c'était sur le domaine public, ce serait la ville. Hein. C'est la ville. Et c'est pour ça, effectivement, c'est eux qui se... Après, bon, il y a une sorte de co-responsabilité sur Place Erasmus entre la CRH et nous. Donc on a quand même on a quand même sur nos épaules ce poids. Hein, c'est pas voilà. Il faut. Après, c'est vraiment cette question de si on n'avait rien fait à cet endroit-là, il y aurait toujours rien, quoi. Donc c'est tellement triste qu'à un moment on peut pas. Et puis il y a des du coup, quand ils ont fait ce recontrôle sur la structure, ils voulaient l'enlever. Ils voulaient enlever au moins une partie où tout. Je voyais les gamins qui jouaient sur cette balançoire, je voyais même pas. C'était vraiment un micro-détail, ils voulaient tout enlever. Parce qu'il y avait un petit écart qui avait bougé avec le bois. Je leur dis, mais on va le faire. On les a convaincus qu'on allait le refaire et que ça irait. Mais c'était pas à discuter, quoi. C'était une fois, il y a une dame de la ville qui est venue et qui m'a dit, bon, on parlait d'autre chose, les jardins. Ah, et au fait, la structure, on va l'enlever, hein, c'est pas possible. Et puis elle est partie. Donc j'étais là, bah bon,
Et donc il a fallu vraiment aller au charbon, appeler la SATD, le machin, retourner sur place avec eux, faire de visu, mais vous voyez bien que parce qu'ils avaient vu des photos où il y avait une grosse fissure, mais le mec il avait pris en photo comme ça, on avait l'impression que ce truc il allait s'écrouler, mais c'était rien du tout, c'était le bois, vraiment rien du tout. Et donc il a fallu les obliger à aller sur place, dire mais regardez, vous voulez enlever toute cette structure, il y avait les gamins qui étaient en train de faire c'est ridicule. Vous allez dire aux gamins, demain vous ne balancez plus parce que, pourquoi? Un malheureux truc qui... Enfin, c'est vrai qu'il y a des moments, c'est à s'arracher les cheveux, quand tout je vais répondre à vous, là. Un peu, en tout cas, c'est l'association des organisatrices qui est responsable, celle qui fait l'autorisation. Et ils n'ont pas trop l'épée d'Amoclès parce que nous, coordinateurs, on s'assure du bon déroulement de la fête. Donc on met tout en œuvre pour qu'il y ait cette... ils sont responsables, mais il ne se passera rien. Chose parce que ça sera partagé. On met tout en place, pas de problème. Je veux juste dire par rapport aux places de jeu, parce que dans certaines communes, je travaille par exemple, ces places de jeu ont été promises à des prestataires privés qui prennent la responsabilité en cas d'accident. Donc eux-mêmes, ils ne veulent même plus se mettre en péril, donc c'est un truc très permis. Là, il y a des nouvelles places de jeu sous caméra. Alors c'était pas plus. Et les parents sont très contents. Donc juste pour dire on est dedans. Ouais. Mais voilà, ce serait même pas imaginable. La protection. Balance, c'est un truc très important pour la sécurité des places. Oui, d'ailleurs, il y a même plein d'équipements qui disparaissent parce que là, on est dans l'hyperprotection. Je sais pas, les tourniquets sont encore autorisés en Suisse? Encore mieux. Ouais. C'est devenu un engin de marque. Quoi. Il y en a, il y a pas mal de caméras à Haute-Pierre. Ah, bah après, les jeux, il y en a des millions, qui ont pas bien, là, l'exemple que vous donnez, que les enfants ont intégré, je pense, aussi des types de jeux. Bah, il faut toboggan, tourniquet, le truc de cordage, pour monter dessus. Visiblement, il faut se faire de plein d'autres choses. Et certainement même que des jeux beaucoup plus simples vont encore plus marcher leur imagination. Même c'est une chance d'avoir des normes sécuritaires, on accepte ça, on détourne le truc. Alors c'est vraiment ça. On les rend plus malins, plus créatifs, au lieu d'avoir un truc tout figé, tout fini. C'est l'image du terrain vague, hein. Juste un vallonnement et puis des espaces de liberté. Et alors leur super truc, c'est le détournement aussi, parce qu'on avait commencé le projet par des petits bacs jardinés au milieu de la place. Le truc, ça a tenu 2-3 ans, il y avait des habitants qui venaient, etc. Et on a dû monter des filets autour. On le faisait pourtant avec les enfants, c'était vraiment une activité. Mais dès qu'on n'était plus là, le jeu, en fait, c'est le jeu du loup. Et en fait, leur vrai jeu, c'était de courir d'un bac à l'autre et d'écraser toutes les plantes. Parce qu'en fait, c'était juste entre deux trucs en bois avec des bacs colorés. Et c'était évident pour eux que c'était un truc c'était un jeu, il fallait passer dedans et passer d'un truc à l'autre. Ça pouvait pas servir à autre chose, quoi. Donc tous les jardiniers ont vite compris qu'on a essayé de lutter, d'expliquer, de convaincre, mais et donc aujourd'hui, voilà, c'est devenu la terre bien passée et ça court de truc en truc. Donc c'est ça aussi, s'adapter aux usages et il y a cette rien n'est figé. Ça c'est hyper important. Pourquoi on travaille souvent, il y a cette idée un peu caricaturale que les collectifs travaillent avec le bois, etc. Et puis on fait tout en bois et tout. Oui, mais pourquoi? Et en fait, c'est vraiment cette capacité à être tout d'un coup remodelé, réadapté qui est géniale. Parce que là, il faut trouver des solutions. Alors, on enlève les bacs, on a fait des sortes de petites buttes de terre. Mais c'est hyper important de revisiter tout ce qui s'est fait d'année en année voilà, il y avait un super travail graphique sur les modules d'une illustratrice. Hélène Imbert. Oh là là, je suis fatigué. Moi, je sais pas, je trouve, moi, ça me questionne par rapport au sens,
coup, j'ai toujours pris la responsabilité Bon, je pense qu'on a la responsabilité de prendre une part de la désobéissance civile au profit du bien vivre ensemble, et puis finalement on risque quoi? Et des fois je suis perplexe parce que moi mon père est animateur, les premiers jardins Robinson ici posés dans des endroits où il fallait pas forcément en plein milieu de la Gradelle. Et puis on arrive dans un truc maintenant, 40 ans plus tard, effectivement hyper sécuritaire, et où on a intégré nous-mêmes, je trouve, en tant que professionnels, cette peur. Et moi, je trouve qu'il faut que c'est aussi à nous de lutter contre. Et je vois bêtement au sein de l'équipe, une équipe que j'adore, avec qui je bosse depuis 18 ans, et est-ce qu'il faut laisser grimper les gamins aux arbres, parce que nous, typiquement, on est dans un espace public, ben ouais, il y a des arbres, super, et tout. Et moi, des fois, j'ai l'impression que je dois me bagarrer un peu là-dessus, ben oui, on les laisse grimper, ma foi, il y en a un qui se pète la figure, il se ferait une fracture comme tous les gamins il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Mais ça leur apprend aussi, je pense, le sens de l'équilibre, de savoir se centrer, d'être aussi en contact avec la nature, ce qu'ils ont absolument plus du tout non plus. Et moi, là, vraiment personnellement, en tant que professionnelle, pour moi, c'est important de garder cette part de risque et de désobéissance civile, en fait. Alors, c'est vrai que c'est un dialogue un peu permanent par rapport aux contraintes, entre guillemets, qu'on a, mais qui, comme dit Xavier, avec qui je travaille, peuvent être aussi source d'être peut-être plus malin que les autres, d'être aussi peut-être des fois un peu plus créatif, même si c'est plus chiant, mais voilà, quoi. Et puis il faut arriver aussi à désamorcer. Si on réintègre le dialogue comme un élément moteur dans les décisions, c'est que comment, finalement, on se posait aussi la question sur Appert, sur des problématiques où les habitants eux-mêmes vont avoir ces réflexes sécuritaires, parce que tout le monde les a intégrés, nous, et les usagers. Et donc, quand on est face aux parents, ou face dans des situations où même, on se posait la question des usagers des places dans lesquelles il peut y avoir des personnes un peu sans domicile, ou qui sont dans des situations... Et où le regard des autres, c'est il faut les éjecter, il faut qu'il y ait plus la police ici, il faut mettre des caméras. Donc, comment est-ce qu'on réagit quand nous, on ne porte pas forcément ces valeurs sécuritaires en haut de la liste et comment on fait pour simplement proposer de re-questionner ça, mais que ça soit fait de manière fine et maligne, pour que tout d'un coup, ça désamorce certains trucs, sans qu'on ait eu besoin de faire un discours moralisateur ou de politique. Et là, sur Score à perdre, par exemple, il y a l'histoire avec l'hôtel où il y a des migrants. Oui, il y a un hôtel juste à côté du square qui est du coup qui fait office de refuge pour migrants. Donc beaucoup d'Albanais qui du coup la journée fréquentent le square, et les anciens usagers du square voient ça d'un mauvais œil, genre ils prennent notre territoire. Mais d'un autre côté, on travaille. Alors ça, on a découvert en fait en faisant les bivouacs là, en travaillant en faisant du terrain. Et ben en fait, ce public-là devient moteur en fait du projet finalement, quoi. Alors que voilà, s'ils deviennent, vu que ils sont juste à côté, ils sont à proximité, ils sont en recherche d'emploi, mais ils veulent s'occuper, ils veulent faire quelque chose. Leurs enfants jouent là, donc du coup, ils deviennent moteurs du projet. Alors on commence à avoir de plus en plus d'Albanais, d'étrangers qui du coup sont dans une situation d'immigration et veulent s'investir dans des projets participatifs, collaboratifs. Et en les intégrant, de fait, ça change le regard aussi des autres usagers. Ça débloque certaines situations de conflit d'usage qu'il peut y avoir. Mais alors, c'est un exemple bête, mais il y a une balançoire sur ce square qui fait office c'est une zone de... Le maître de la balançoire, c'est le maître du square, quoi. Il y a un truc, c'est le roi de la montagne. Cette balançoire, elle est capitale. Il y a eu des parents qui se battent
pour que les enfants puissent jouer dessus. En plus, c'est une balançoire qui est plutôt faite pour les petits, mais c'est un gros bac, une grosse nacelle bleue comme ça. Ils montent à 5-6 dessus, puis ils y vont à fond, quoi. Ils sont comme sur un bateau, je sais pas, ils sont en pleine mer. Et on a vu que voilà, il y a des parents qui se prennent le bec sur qui peut aller dessus, quoi. C'est fou, en fait. Mais du coup, le fait qu'il y a un dialogue, il y a un travail de réflexion, bah, surtout que nous, le premier truc pour bosser, c'est café été, quoi. C'est l'accueil. Donc c'est ce qui marche toujours bien, vraiment, accueillir les gens, c'est vraiment qu'ils se sentent à l'aise. Déjà, c'est le premier truc. Donc là, du coup, on peut déjà ouvrir une discussion, quoi. Et puis, les situations, alors, rien n'est désamorcé encore pour le moment, hein, c'est encore tendu des fois autour de cette balançoire. Mais voilà, ça peut être, on va dire, une porte d'entrée pour qu'un dialogue puisse se faire, quoi. Parce que voilà, après, voilà, lors du Super Bivouac, par exemple, j'ai vu que ces deux publics, ils étaient ensemble en train de cuisiner. Donc, alors, espérons que ça va marcher, quoi. Que ce soit un bon départ. Il y a aussi cette idée, je trouve qu'elle est importante, c'est de pas avoir pour but à tout prix la paix sociale de lycée comme ça, parce que il y a rien de pire en fait dans un projet. Puis parfois en discutant on disait ouais mais le jardin c'est compliqué, ils s'engueulent, ils sont pas d'accord, ils essayent d'empiéter sur le truc de l'autre. Et je dis mais oui mais c'est quelque part si ça n'existe pas c'est ça qui est triste, c'est qu'à un moment il vaut mieux qu'il y ait une belle friction, super, puis ça finira par se résoudre, ça va pas se transformer en guerre civile. Donc prenons plutôt la qualité de ça et n'ayons pas peur de générer parfois des frictions. C'est ça qui fait aussi la vie d'un quartier. Et on a vraiment ce discours, effectivement, qui est fatigant d'un moment. Évidemment qu'il y a des gros problèmes dans les quartiers, que parfois les rixes, c'est des choses comme ça. On ne va pas faire l'apologie, c'est pas la violence. On fait l'apologie, c'est vraiment cette friction, ce débat. Et le fait de refaire des choses dans l'espace public, ça met ça en scène, ça remet en scène ces petits conflits d'usage, mais qui font aussi la rencontre, en fait. Et s'éviter à tout prix tous ces conflits. On voit que on passe plus de temps à essayer de se dire comment faire que le conflit n'advienne pas. Donc on met tout en œuvre pour éviter, pour que ça se passe bien. Mais ça se passe bien, ça veut dire ça se passe bien. S'il se passe rien, ça se passe bien, mais c'est nul, quoi. Donc faut peut-être passer moins de temps à essayer de désamorcer les trucs et plus de temps à construire des situations qui peuvent aussi mener au conflit, mais qui enrichissent le débat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Parce que du coup, là, il est... Après, on avait imaginé ce... Voilà. La question est peut-être intéressante, donc peut-être au lieu de faire le jeu, c'est ça, est-ce que ça mettra du temps peut-être à écrire, hein? Juste une question. Ouais. Juste la question ciblée par rapport aux ateliers jeux vidéo, création de jeux vidéo. Vous avez fonctionné comment pour ça? Peut-être vous pouvez aider d'ingénieurs 3D, il y a des sites qui existent. Ouais, bah alors là les petites compétences au départ c'était un peu moi parce que j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est univers immersif, 3D, tout ça en réel. Et on a travaillé avec des outils qui sont assez simples, gratuits, accessibles, Unity, SketchUp, des petits outils on fait beaucoup les ateliers autour de ces outils-là qui sont très accessibles et simples. Voilà, il y a des sortes de petits canvas de jeux tout prêts qu'on peut modifier. Il suffit de télécharger dans Unity une base de jeu qui est toute faite, mais qui est documentée pour pouvoir la transformer. Et on peut créer son propre univers. Après, ça ne demande pas des compétences énormes. Parce que c'est vrai que c'est parfois difficile de trouver les ressources, mais des personnes qui sont capables de monter ce genre de projet. Mais il y a moyen vraiment aujourd'hui avec les logiciels qui sont disponibles de faire des choses sans qu'il y ait besoin énorme. Ouais, bah on avait mis. Ouais, bah. La pause. Soit on fait la pause maintenant.
Alliance Solidaire,